Un PDG milliardaire aperçoit des jumelles noires vendre une petite voiture pour sauver leur mère. Leurs vies ne seront plus jamais les mêmes. La voix de Maya, âgée de 8 ans, tremblait alors qu'elle tenait la petite Camaro rouge, ses mains sales contrastant avec l'éclat du jouet qu'elle et sa sœur jumelle Zoé prenaient soin comme s'il s'agissait d'un trésor. C'était un matin froid de décembre à Central Park, et les deux filles étaient là depuis 3 heures. Leurs manteaux déchirés les protégeaient à peine du vent glacial. Pourtant, elles restaient fermes sur le trottoir, s'approchant de chaque passant avec le même appel désespéré. « Maman a besoin de ses médicaments aujourd'hui », murmura Zoé à sa sœur, essuyant une larme qui refusait de couler. « Si nous n'obtenons pas l'argent ». De l'autre côté de la rue, Blake Morrison ajusta sa veste de costume à $3000 et observa la scène avec un malaise croissant. À 42 ans, le PDG de Morrison Enterprises avait bâti un empire technologique d'1 milliard de dollars. Mais il n'avait jamais rien vu d'aussi poignant que 2 enfants essayant désespérément de sauver leur mère. « Monsieur Morrison, votre voiture vous attend », murmura son assistant, Marcus, en vérifiant la Rolex à son poignet. « La réunion avec les investisseurs japonais commence dans 20 minutes. » Blake fit un signe de la main distrait, incapable de quitter les jumelles des yeux. Il y avait quelque chose dans leur détermination, dans leur soutien mutuel, qui réveillait en lui une part d'âme enfouie depuis des années. « Je suis désolé, monsieur, mais cette poussette était très spéciale », expliqua Maya à un homme en costume qui l'ignora complètement, absorbé par son téléphone. « Elle appartenait à notre père avant. » L'homme passa devant elle comme si les filles étaient invisibles. Zoé serra la main de sa sœur. « Essayons encore un peu. Maman compte sur nous. » Blake observa encore 5 minutes, voyant au moins une douzaine de personnes rejeter les filles. Certaines avec un mépris à peine dissimulé, d'autres faisant simplement comme si elles n'existaient pas. Ce qui l'impressionna le plus, ce ne fut pas le rejet, mais la dignité inébranlable avec laquelle les jumelles répondaient à chaque refus. « Marcus, » dit soudain Blake, « annulez la réunion. » « Monsieur », l'assistant cligna des yeux, perplexe. « Ce sont des investisseurs à 50 millions de dollars. Vous m'avez entendu. » Blake traversa la rue d'un pas déterminé, ses chaussures italiennes claquant fermement sur l'asphalte mouillé. Les jumelles le virent approcher et échangèrent des regards pleins d'espoir. Maya souleva la poussette à 2 mains, comme s'il s'agissait d'un précieux cadeau. « Qu'est-ce qui rendait cette poussette si spéciale ?» demanda Blake en s'accroupissant pour être à la hauteur de la fillette. Zoé déglutit difficilement. C'était le dernier cadeau que leur père leur avait offert avant de partir pour le paradis. Maman disait qu'il fallait parfois renoncer à ce qu'on aime pour sauver ce qu'on aime encore plus. Blake ressentit une pression dans sa poitrine. « Et ta mère était malade. » « Elle était diabétique, » expliqua-t-elle d'une voix faible mais déterminée. « Le médicament coûtait $200 et notre dernière dose était épuisée aujourd'hui. Si elle ne le prenait pas... » La phrase resta en suspens, mais le poids de ce non-dit était assourdissant. Blake regarda la poussette dans les mains tremblantes de Maya. C'était un vieux modèle, bien entretenu, mais visiblement très aimé. Il y avait des rayures dues à des années de jeu, mais chaque détail était propre et poli. « $200 » répéta-t-il pensivement. Pour lui, c'était moins que le prix d'un repas dans ses restaurants préférés. Maya hocha vigoureusement la tête. La pharmacie avait dit qu'il ne pouvait attendre que jusqu'à 17 heures. Après cela, elle ne put terminer sa phrase. Blake sortit son portefeuille, et les jumelles l'observèrent avec de grands yeux. Il compta soigneusement les billets de 5 cents et les tendit à Maya. « Mais la poussette ne valait que $10, » protesta Zoé, perplexe. « Pour toi, peut-être. Pour moi, elle valait bien plus. » Blake prit le chariot des mains de Maya, ressentant le poids de leur décision et de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Les filles se regardèrent, des larmes de soulagement coulant sur leur visage. « Merci, monsieur. »« Merci », dirent-elles à l'unisson, serrant l'argent contre leur poitrine. Alors que les jumeaux couraient vers la pharmacie, Blake resta immobile, tenant la petite Camaro rouge. Un sentiment étrange l'envahit, comme si cette rencontre fortuite n'était que le premier acte de quelque chose de bien plus grand qui était sur le point de se dérouler. Marcus s'approcha, visiblement bouleversé. « Monsieur Morrison, les investisseurs japonais étaient extrêmement déçus. Ils suivaient ses filles, » interrompit Blake en rangeant discrètement la petite voiture dans la poche de son manteau. « Je voulais savoir où elles habitaient. » Blake regarda les jumelles disparaître au coin de la rue. Une étrange détermination le saisit. Il y avait quelque chose chez ces 2 enfants qui avait réveillé une part de lui qu'il croyait morte à jamais. « Vous m'avez entendu. Et Marcus ?» Blake se tourna vers son assistant, les yeux brillants d'une intensité que cet homme n'avait jamais vue auparavant.
J'avais le sentiment que cette histoire ne faisait que commencer. Si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite allait changer la vie de tous les concernés d'une manière imprévisible. Marcus revint 2 heures plus tard avec une information qui fit serrer les poings à Blake. Les jumelles vivaient dans un complexe d'habitation délabré du côté sud, où l'ascenseur était en panne depuis 6 mois et où les familles montaient 10 étages dans le noir. Leur mère s'appelait Diana Foster, rapporta Marcus en consultant ses notes. Une infirmière diplômée d'État pendant 15 ans. Elle avait été renvoyée de l'hôpital Saint-Maries il y a 3 semaines pour incompétence professionnelle. Blake haussa un sourcil. Incompétence. Une infirmière avec 15 ans d'expérience. C'était ce que disait le rapport officiel, mais j'avais parlé discrètement avec certains membres du personnel de nettoyage. Marcus hésita. Monsieur, la vraie raison était qu'elle s'était publiquement interrogée sur la raison pour laquelle les patients noirs recevaient des analgésiques moins puissants que les patients blancs pour les mêmes interventions. Le silence dans le bureau de Blake était assourdissant. Il fit pivoter son fauteuil, regardant par la fenêtre panoramique qui offrait une vue privilégiée sur Manhattan. En bas, de minuscules personnes se pressaient, chacune menant ses propres batailles invisibles. « Allez-y », dit Blake d'une voix plus basse. « Docteur ». Patricia Whitman, la directrice du département, avait affirmé que Diana créait des tensions inutiles et remettait en question les protocoles établis. Diana avait été licenciée sur le champ. Marcus consulta une autre page. Pas d'avertissement, pas d'indemnité de licenciement, et comme elle avait été licenciée pour faute grave, elle n'avait pas droit au chômage. Blake tenait le chariot rouge, passant son pouce sur sa surface usée. Et les filles, elles allaient à l'école primaire Jefferson. Excellente note, jamais manquée jusqu'à cette semaine. La directrice avait dit qu'elles étaient les élèves les plus dévoués qu'elle ait jamais vus, mais elles avaient arrêté de venir quand leur mère était tombée malade. La porte du bureau s'ouvrit silencieusement. Sarah Chin, directrice des ressources humaines chez Morrison Enterprises et amie personnelle de Blake depuis plus de 10 ans, entra sans prévenir. Un privilège dont peu de gens jouissaient. « Blake, j'avais besoin de te parler d'une urgence », dit-elle, remarquant la tension dans la pièce. Il s'agissait de l'hôpital Saint-Marie. Blake et Marcus échangèrent des regards entendus. Quelle coïncidence intéressante. Que as-tu découvert ? Sarah s'assit et ouvrit une tablette. Tu te souviens quand tu m'as demandé d'étudier les opportunités d'investissement dans le secteur de la santé ? Eh bien, Saint-Maries recherchait désespérément un investisseur principal. Ils étaient au bord de la faillite. Et pourquoi était-ce urgent ? Blake demanda, même s'il connaissait déjà la réponse. Parce qu'ils avaient reçu une proposition préliminaire du Hartwell Medical Group ce matin. Si la fusion se concrétisait, la moitié du personnel serait licencié et les protocoles administratifs seraient, disons, encore plus stricts en matière de diversité. Blake sourit. Pas le sourire cordial qu'il arborait lors des réunions d'affaires, mais quelque chose de plus vif, de plus dangereux. Marcus, je voulais que tu annules tous mes rendez-vous pour demain. Sarah, j'avais besoin d'un rapport complet sur la situation financière de Saint-Marie dans 2 heures. Blake, dit Sarah avec prudence. À quoi pensais-tu exactement ? Faire ce qu'il fallait. Blake se leva et se dirigea vers la fenêtre, peut-être pour enseigner à certaines personnes les conséquences de leur choix. Cet après-midi-là, Blake fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il quitta le bureau sans prévenir Marcus et se dirigea vers le sud. Le contraste était brutal. En 20 minutes, il passa des gratte-ciels rutilants aux bâtiments aux briques écaillées et aux fenêtres barricadées de contreplaqué. Il trouva Diana Foster dans le petit supermarché du coin, en train de marchander le prix d'une boîte de soupe avec le caissier. Elle était plus jeune que Blake ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec la même détermination tranquille qu'il avait vue chez ses filles. Madame Foster. Blake s'approcha discrètement. Diana se retourna et le reconnut immédiatement. Ses joues rougirent d'embarras. « Monsieur, mes filles m'ont dit ce que vous avez fait. Je ne sais pas comment vous remercier. Puis-je vous offrir un café ? J'aimerais parler. » Dans le petit café d'à côté, Diana lui raconta sa version de l'histoire. 15 ans consacrés aux nuits de Sainte-Marie en travaillant en double équipe. Des patients qui la recherchaient spécifiquement parce qu'ils avaient confiance en ses soins. Le docteur Whitman m'avait toujours traité différemment, expliqua Diana, en remuant son café avec des mains qui tremblaient légèrement, un effet secondaire du médicament qu'elle rationnait. Mais lorsque j'ai commencé à me demander pourquoi le protocole de douleur était différent selon le profil du patient, tout a changé. Avez-vous documenté ces différences ? Diana sourit. Monsieur, je suis infirmière depuis 15 ans. Je documente tout. Elle sortit un petit carnet de sa poche.
Date, nom, dosage, protocole, tout ce que j'ai vu se produire au fil des années. Blake regarda le carnet, ses yeux brillant d'une intensité que Diana ne pouvait pas vraiment interpréter. Madame Foster, puis-je vous poser une question? Si vous aviez la possibilité de retourner à l'hôpital dans de meilleures circonstances, le feriez-vous? En un clin d'œil, Diana répondit sans hésitation. Ces patients sont ma famille. Ils méritent des soins dignes, peu importe qui ils sont ou d'où ils viennent. Blake hocha la tête, une décision se cristallisant dans son esprit. Et si je vous disais que c'était peut-être possible? Cette nuit-là, Blake travailla tard, appelant des contacts à New York, Washington et Londres. Le chariot rouge restait sur son bureau, un rappel constant de la raison pour laquelle il faisait cela. Sarah entra au bureau à 23 heures, trouvant Blake toujours penché sur des feuilles de calcul financières et des rapports juridiques. « Tu prévoyais d'acheter tout l'hôpital, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sans détour. Blake leva les yeux, son sourire révélant une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis longtemps. « Sarah, tu te souviens pourquoi on s'est lancé dans cette affaire? Ce n'était pas seulement pour l'argent. C'était pour prouver qu'on pouvait faire la différence, conclut-elle, comprenant immédiatement. Exactement. Et maintenant, on avait l'occasion de le faire. Blake se laissa aller dans son fauteuil. Saint-Maries avait besoin de 15 millions de dollars pour rester en activité. Hartwell voulait l'acheter pour 5 millions et licencier la moitié du personnel. Et toi? Blake tenait la voiturette de golf, les yeux rivés sur les lumières de la ville en contrebas. Je vais offrir 20 millions avec des conditions très précises concernant les politiques du personnel et les protocoles de soins aux patients. Sarah sourit. Le docteur Whitman ne va pas apprécier. Elle n'appréciera pas, acquiesça Blake, sa voix portant une promesse silencieuse. Mais j'avais le sentiment qu'elle allait découvrir que sous-estimer les gens pouvait être une erreur très coûteuse. Blake rangea la voiture dans sa poche, exactement là où elle était depuis ce matin-là dans le parc. En 24 heures, ce petit jouet était devenu le catalyseur de quelque chose de bien plus grand. Une chaîne d'événements qui prouverait que la justice arrive parfois de manière inattendue. Alors que les lumières de la ville scintillaient comme des étoiles, Blake finalisait les derniers détails d'un plan qui ferait bien plus que simplement aider une famille. Mais ce que ni Diana ni l'arrogant Dr Whitman n'auraient pu imaginer, c'était que cet homme discret et généreux avait suffisamment de ressources pour réécrire complètement les règles du jeu, et qu'il n'hésiterait pas à les utiliser lorsque la justice serait en jeu. La salle de réunion de l'hôpital Saint-Marie n'avait jamais accueilli un public aussi tendu. D'un côté de la table en acajou, le docteur Patricia Whitman ajustait nerveusement ses lunettes, entouré de membres du conseil d'administration qui semblaient partager son anxiété croissante. De l'autre côté, Blake Morrison était assis calmement, une mallette noire devant lui. « Monsieur Morrison », commença le docteur Whitman de sa voix la plus autoritaire. « Nous avons apprécié votre intérêt pour notre hôpital, mais notre partenariat avec Hartwell Medical est déjà pratiquement terminé. »« Annulé », interrompit doucement Blake en faisant glisser un document sur la table. Hartwell avait retiré sa proposition ce matin, après avoir découvert certaines irrégularités dans vos dossiers administratifs. Le silence dans la pièce était assourdissant. Le docteur Hamilton, le directeur financier, parcourut rapidement le document, les yeux écarquillés. « Comment as-tu obtenu cela ?» Blake sourit, un sourire que ses concurrents avaient appris à redouter. « Disons simplement que lorsque vous déplacez 20 millions de dollars sur le marché financier, les gens y prêtent attention. Et lorsque ces personnes découvrent des pratiques d'embauche et de licenciement douteuses, cela marque une pause dramatique. » Hartwell avait donc préféré se concentrer sur des opportunités moins compliquées. Le docteur Whitman tentait de garder son calme, mais ses mains tremblaient légèrement. « Monsieur, je ne comprends pas pourquoi un homme de vos ressources s'intéresserait à un hôpital communautaire comme le nôtre. »« Oh, mais j'ai un intérêt très personnel, » répondit Blake en ouvrant sa mallette, en particulier pour les questions de justice au travail et les protocoles de traitement médical équitable. Il sortit un petit chariot rouge de la mallette et le posa soigneusement sur la table. Le docteur Whitman fronça les sourcils, déconcerté par cet objet enfantin au milieu des documents juridiques. Cette poussette, expliqua calmement Blake, appartenait à deux filles extraordinaires, Maya et Zoé Foster, filles de Diana Foster, une infirmière qui a travaillé ici avec un dévouement exemplaire pendant 15 ans. Le nom frappa le docteur Whitman comme une balle. Son visage pâlit instantanément. « Monsieur, s'il s'agit de cet employé problématique, gênant, » répéta Blake, sa voix restant conversationnelle, mais avec une froideur qui mettait mal à l'aise tout le monde dans la pièce. « Clarifions précisément qui est problématique ici. » Blake sortit un autre document de sa mallette. Rapport d'audit indépendant sur les pratiques en matière de traitement de la douleur au cours des 5 dernières années.
Nous avons découvert des modèles intéressants. Il passa son doigt sur les chiffres. Les patients afro-américains recevaient systématiquement 40% de médicaments contre la douleur en moins que les patients blancs pour des procédures identiques. Le docteur Whitman tenta de protester. Ces chiffres peuvent s'expliquer par quoi? Demanda Blake en se levant lentement. Par des différences génétiques imaginaires dans la perception de la douleur. C'est exactement ce que vous avez dit à Diana Foster lorsqu'elle a remis en question ses pratiques, n'est-ce pas? La pièce était silencieuse. Blake continua en sortant d'autres documents. Enregistrement audio de la réunion au cours de laquelle vous avez licencié Diana Foster. C'est légal dans l'État de New York puisque l'une des parties, en l'occurrence Diana, a consenti à l'enregistrement. Il plaça un petit magnétophone sur la table. J'aimerais entendre à nouveau son explication sur la raison pour laquelle certaines personnes ont tendance à exagérer les symptômes de la douleur. Le docteur Whitman était désormais visiblement désespéré. « Monsieur, vous ne pouvez pas simplement acheter un hôpital. »« Bien sûr que je peux. » Blake sourit à nouveau. « Et je l'ai déjà fait. Les papiers ont été signés ce matin. St. Mary's fait désormais partie de la Fondation Morrison pour des soins de santé équitables. » Le docteur Hamilton déglutit difficilement. Qu'est-ce que cela signifie pour le personnel actuel? Excellente question, répondit Blake en se rasseyant. La plupart du personnel sera conservé avec des augmentations de salaire significatives et de meilleurs avantages sociaux. Le personnel infirmier, en particulier, recevra une reconnaissance et une rémunération appropriée pour ses années de travail exceptionnelles. Il s'arrêta, les yeux fixés sur le docteur Whitman. Toutefois, certains membres de l'administration seront licenciés avec effet immédiat, en particulier ceux dont les pratiques discriminatoires ont créé des environnements de travail hostiles et compromis les soins aux patients. Le docteur Whitman explosa finalement. « Tu ne peux pas faire ça. J'ai 20 ans de carrière médicale et des relations dans toute la ville. » Blake corrigea doucement. Sarah Chin, notre directrice des ressources humaines, a passé la matinée à discuter avec les administrateurs de l'hôpital dans un rayon de 500 mètres. Il est intéressant de noter que lorsque vous partagez des enregistrements de pratiques discriminatoires et des données d'audit médical, les possibilités d'emploi deviennent limitées. À ce moment-là, la porte de la salle de conférence s'ouvrit. Diana Foster entra, vêtue d'un uniforme médical impeccable, suivie des jumelles Maya et Zoé, qui coururent directement vers Blake. « Monsieur Morrison », s'exclama Maya en lui serrant la jambe. « Maman a dit, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. » Blake se pencha et rendit le chariot rouge à Zoé. « C'est à elle. Je le tenais juste pour elle. » Zoé serrait le chariot contre sa poitrine, des larmes de joie coulant sur son visage. « Merci d'en prendre soin et de prendre soin de maman. » Diana s'approcha de la table, sa posture droite et professionnelle. « Docteur Whitman, dit-elle calmement. Je suis venue chercher mes affaires dans le placard avant de prendre mon nouveau poste. »« Nouveau poste ?» demanda le docteur Whitman, toujours sous le choc. Blake sourit et serra les jumelles dans ses bras. Diana Foster est notre nouvelle directrice des soins infirmiers. Son premier projet sera de mettre en œuvre des protocoles équitables de gestion de la douleur et de diriger un programme de formation à la sensibilité culturelle pour l'ensemble du personnel médical. La transformation dans la pièce était palpable. Les membres du conseil d'administration qui avaient soutenu les pratiques du Dr Whitman évitaient désormais tout contact visuel, réalisant que le vent avait complètement changé de direction. « C'est une conspiration », marmonna le Dr Whitman en rassemblant ses affaires avec des mains tremblantes. « Vous aviez prévu cela depuis le début. » Diana se tourna vers elle, sa voix calme mais ferme. « Nous n'avions rien prévu. Nous avons simplement documenté la vérité et trouvé quelqu'un prêt à l'écouter. » Blake se leva et tendit la main à Diana. « Bienvenue au travail, directrice Foster. » Alors que le Dr Whitman se précipitait hors de la pièce, suivi par les regards contemplatifs du conseil, Maya tira sur la manche de la veste de Blake. « Monsieur Morrison, pourquoi nous avez-vous aidé? Vous ne nous connaissiez même pas. » Blake s'agenouilla à nouveau, regardant dans les yeux brillants des jumelles. « Parfois, les personnes les plus importantes de notre vie sont celles que nous rencontrons dans les moments les plus inattendus. Tu m'as rappelé quelque chose que j'avais oublié. »« Quoi ?» demanda Zoé avec curiosité. « Faire ce qui est juste vaut plus que n'importe quelle réunion d'affaires, » répondit Blake, la voix chargée d'une émotion sincère. Diana observa l'interaction, réalisant que cet homme puissant avait été transformé par ses filles autant qu'il avait transformé leur vie. Mais alors que le Dr Whitman découvrait que ses ponts professionnels avaient été brûlés dans toute la région et que Blake adoptait sa nouvelle famille improbable, une question demeurait.
Comment une simple vente de petites voitures avait-elle pu orchestrer une révolution complète dans la vie de tant de personnes? La réponse révélerait que parfois la justice naît des gestes les plus petits et les plus inattendus. 6 mois plus tard, l'hôpital Saint-Marie était méconnaissable. Diana Foster parcourut les couloirs avec son badge de directrice des soins infirmiers fièrement épinglé sur sa blouse blanche. Ces réformes avaient transformé non seulement les protocoles médicaux, mais toute la culture institutionnelle. Maman. Maya et Zoé coururent dans le couloir, leur sac à dos d'école se balançant. Madame Johnson a déclaré « Nous allons présenter notre projet sur les héros de la vie réelle à toute l'école ». Diana sourit et serra dans ses bras ses filles, qui portaient désormais de nouveaux uniformes pour la première fois depuis des années. « Sur qui fais-tu le tien ?» De l'autre côté de la ville, l'ancienne docteure Patricia Whitman tapait furieusement une autre lettre de motivation dans son petit appartement loué. Son CV autrefois impeccable portait désormais la marque toxique de ses pratiques discriminatoires. Le téléphone sonna, un autre rejet, le 12e en 3 semaines. « Je suis désolée, Dr Whitman, mais vos références précédentes ont soulevé des inquiétudes quant à l'adéquation culturelle. » Patricia raccrocha durement. Sa luxueuse maison avait été vendue pour payer des avocats dans une bataille juridique perdue avant même d'avoir commencé. Ses anciens collègues évitaient ses appels et une carrière de 20 ans s'était évaporée en quelques semaines. Pendant ce temps, Blake arrivait à l'hôpital pour sa visite hebdomadaire, une tradition qu'il avait commencée après l'acquisition. Ce n'était pas seulement une inspection administrative, mais sa façon de rester en contact avec la famille qu'une petite voiture avait amenée dans sa vie. Monsieur Morrison. Les jumelles coururent le serrer dans leurs bras, suivis de Diana. « Nous n'avons reçu aucune plainte concernant un traitement inégal ce mois-ci, déclara fièrement Diana. Notre équipe a reçu l'approbation unanime du comité d'examen médical de l'État. Le docteur Hamilton, resté à l'hôpital, s'approcha avec hésitation. Monsieur Morrison, sachez que j'avais tort sur toute la ligne. Sous la direction du directeur Foster, j'ai appris plus de choses sur la médecine humanisée en 6 mois qu'en 20 ans de carrière. Diana posa sa main sur l'épaule de son collègue. L'important est que nous construisions quelque chose de meilleur ensemble. Plus tard, dans son bureau à l'hôpital, Blake examina les rapports financiers positifs et les lettres de remerciement des patients. Sur son bureau se trouvait la petite Camaro rouge que les jumelles avaient essayé de vendre des mois auparavant. Maya entra timidement. « Monsieur Morrison, je veux que vous gardiez la voiture pour toujours. » Blake fronça les sourcils. « Mais je pensais que toi et Zoé vouliez la récupérer. »« Nous voulions qu'elle reste avec la personne qui a fait la différence, » expliqua sérieusement Maya. « La voiture appartenait à mon père et il disait toujours que nous devrions utiliser nos trésors pour aider les autres. Vous utilisez la voiture pour aider non seulement nous mais tout le monde dans cet hôpital. Il y a une condition, continua-t-elle en souriant. Si jamais vous rencontrez d'autres enfants qui ont besoin d'aide, vous devez vous rappeler ce que vous avez appris de nous. » 1 an après la rencontre dans le parc, Blake Morrison n'était plus seulement un PDG isolé dans sa tour d'ivoire. Les jumelles l'avaient transformé en un homme qui comprenait que le véritable pouvoir résidait dans le fait d'élever les gens, et non dans la domination des marchés. Diana Foster, autrefois humiliée pour avoir remis en question l'injustice, avait désormais dirigé la transformation d'un système entier qui bénéficierait à des milliers de patients. Son courage à documenter la discrimination avait entraîné un changement monumental. L'ancienne docteure Whitman avait découvert que les préjugés constituaient une base instable pour tout succès durable. Ces pratiques discriminatoires, protégées pendant des années par la bureaucratie, avaient finalement subi des conséquences à la hauteur de leurs dommages. Les jumelles Maya et Zoé avaient appris que la véritable gentillesse déplace des montagnes, surtout lorsqu'elles trouvent quelqu'un qui a les ressources nécessaires pour transformer la compassion en action concrète. Alors que Blake regardait Diana recevoir un prix d'État pour l'excellence de ses soins de santé équitables, il tenait la Camaro rouge et réfléchissait à la façon dont un simple acte de vente désespéré avait réécrit le destin de chacun. La petite voiture était restée un rappel que les moments les plus transformateurs se cachent dans les situations les plus simples. La véritable revanche contre la discrimination ne consistait pas à rendre la haine, mais à construire un monde où la dignité humaine était le protocole le plus important. La meilleure vengeance contre l'injustice n'était pas de détruire ceux qui causaient du tort, mais de construire un meilleur système qui rendrait impossible que d'autres souffrent de la même manière. Si cette histoire vous a touché le cœur et que vous croyez que de petits gestes peuvent apporter de grands changements, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires prouvant que la justice, lorsqu'elle arrive, vaut toujours la peine d'attendre.